Savez-vous qui est probablement l'homme le plus vilipendé d'Amérique au XXIe siècle? Ce n'est pas l'ancien président Donald Trump, qui a en fait son lot de partisans. Ce n'est sûrement pas le milliardaire Bill Gates, car un homme qui parvient à transformer des excréments en eau potable ne suscite pas vraiment la haine. Ce n'est même pas Jeffrey Epstein, le financier influent accusé de trafic sexuel de mineurs. Bien qu'il soit un sérieux candidat au titre de principal malfaiteur, il semble que ce soit une autre personne, souvent comparée à Hitler, qui prenne sa place. Oui, c'est Bernie Madoff, l'escroc qui a dérobé 65 milliards de dollars. Une somme colossale. Dans de nombreux pays, le budget annuel est inférieur à ce montant. Cependant, Madoff n'est pas le protagoniste de cette vidéo. Notre intérêt réside uniquement dans la manière dont il a réussi à détourner une telle somme. Dans les médias russophones, on entend régulièrement le terme « pyramide financière », mais c'est un peu trompeur, car en examinant la presse américaine, Madoff est décrit comme l'instigateur du plus vaste système de Ponzi au monde. Ce n'est ni un terme, ni une abréviation, mais un nom de famille. Celui qui pourrait bien être celui du plus grand arnaqueur de l'histoire. Il y a 100 ans, cette personne a élaboré un schéma qui a permis à un escroc de devenir l'un des plus riches de la planète. Ce n'est pas seulement le récit d'un aventurier fascinant, même si Ponzi est une figure étonnamment captivante. C'est aussi l'histoire d'une tromperie brillante, d'un stratagème frauduleux virtuose qui, et ce n'est pas une abréviation, mais un nom de famille, celui du plus grand escroc de l'histoire, peut-être. Il y a 100 ans, cette personne a conçu un schéma qui a propulsé un escroc parmi les plus riches de la planète. Ce n'est pas seulement le récit d'un aventurier incroyable, bien qu'il soit vraiment un personnage fascinant. C'est aussi l'histoire d'une tromperie brillante, d'un stratagème frauduleux virtuose qui reste pertinent encore aujourd'hui. Si vous pensez être trop intelligent et rationnel pour tomber dans le piège, vous vous trompez considérablement. Très bien, musique. Actuellement, la planète compte 8 milliards de personnes. Je suis convaincu que la plupart d'entre elles se sont demandé comment s'enrichir. D'ailleurs, cette question est généralement posée de manière un peu plus précise. Comment s'enrichir rapidement? Bien sûr, chacun a sa propre définition de la richesse, qu'il s'agisse du montant d'argent dans le compte bancaire, du nombre de maisons, de voitures ou de bijoux en or. Tout cela est propre à chacun. Cependant, nous aspirons toujours à avoir plus que ce que nous possédons déjà, et moins d'efforts nous devrons fournir, mieux c'est. Ce désir humain compréhensible représente une cible idéale pour les arnaqueurs. C'est pourquoi qui n'a jamais reçu d'appel ou de SMS prétendument émis par la banque pour tenter d'accéder à des comptes? Qui n'a jamais trouvé dans sa boîte mail une multitude de spams concernant de fausses œuvres caritatives ou des messages annonçant un blocage inattendu de sa carte bancaire? Il existe des escrocs qui privilégient encore la communication en personne, allant de maison en maison chez des grands smères, leur extorquant parfois des sommes considérables. N'avez-vous jamais reçu d'appel ou de SMS prétendument émis par votre banque pour tenter d'accéder à vos comptes? Qui n'a jamais trouvé dans sa boîte mail une multitude de spams au sujet de fausses œuvres caritatives ou des messages annonçant un blocage inattendu de sa carte bancaire? Certains escrocs préfèrent encore la communication en personne et vont de maison en maison chez des grandes mères, leur extorquant parfois des sommes considérables, bien que certaines de ces arnaques soient no plus efficaces que d'autres. Elles ne permettent pas de gagner 5 milliards de dollars. Car, comme l'histoire le démontre, le moyen le plus efficace de nous extorquer de l'argent
n'est ni la peur, ni la pitié ou l'empathie, mais notre désir de gagner gros et rapidement. C'est pourquoi des escrocs ambitieux optent pour des pyramides financières. L'escroquerie de Bernie Madoff a fait le tour du monde, mais elle a peu impacté les habitants des pays post-soviétiques. Il est peu probable qu'un parmi vous ait investi dans un fonds d'investissement américain, mais nous disposons d'ores et déjà d'assez d'exemples chez nous. Le plus célèbre d'entre eux est MMM, dirigé par Mavrodi. Ce n'est pas la seule pyramide des années 90. Et si cela ne vous concerne pas directement, au moins un de vos proches, amis ou connaissances a certainement perdu de l'argent dans ce système. On pourrait penser que tout le monde le sait. Les signes d'une pyramide financière sont évidents à percevoir. Qui, en pleine possession de ses moyens, risquerait son argent là-dedans? Il s'avère que beaucoup de gens le font. Des statistiques sans fioriture. En 2020, 200 pyramides financières ont été identifiées en Russie, et ce n'est pas encore. Ainsi, au moins un de vos proches, amis ou connaissances a probablement perdu de l'argent dans ce système. On pourrait penser que tout le monde le comprend. Les signes d'une pyramide financière sont visibles de loin. Qui, en toute lucidité, investirait son argent là-dedans? Il se trouve que beaucoup de gens le font. Des statistiques frappantes. En 2020, 200 pyramides financières ont été identifiées en Russie. Et ce n'est pas tout. En à peine 3 ans, ce chiffre a été multiplié par 10. Par 10, Karl. Le cas le plus célèbre des dernières années est sans conteste Cashberry. Cette pyramide était mise en avant par des célébrités du show business et des blogueurs influents sur YouTube. Au final, les investisseurs ont perdu plusieurs milliards de roubles. Et si vous pensez être plus malin que les autres et ne jamais tomber dans un tel piège, vous vous trompez lourdement. Les pyramides financières sont bien plus courantes qu'il n'y paraît. Leurs victimes incluent des personnes intelligentes, éduquées et rationnelles à travers le monde. Pour comprendre pourquoi cela se produit, retournons dans l'histoire plusieurs siècles en arrière. Nous sommes en 1920, à Boston, aux États-Unis. Charles est un homme d'affaires renommé. Il possède une grande maison avec du personnel, plusieurs voitures, à une époque où même une seule voiture représente un luxe, en plus de diamants et de biens immobiliers commerciaux dans toute la ville. En d'autres termes, cet homme n'est pas seulement riche, il est extrêmement riche. Sa fortune est estimée à 15 millions de dollars. Pour saisir l'ampleur de cette somme, il suffit de savoir qu'une voiture coûtait seulement 500 dollars en 1920. Plusieurs voitures, à une époque où posséder même une seule voiture était considéré comme un luxe, en plus de diamants et de biens immobiliers, commerciaux, éparpillés dans toute la ville. En bref, cet homme n'est pas seulement riche, il est extrêmement riche. Sa fortune est évaluée à 15 millions de dollars. Pour comprendre l'énormité de cette somme, il suffit de savoir qu'une voiture coûtait seulement 500 dollars en 1920. Charles n'a même pas encore 40 ans. Il n'est pas le fils de milliardaires, il n'a pas découvert de gisements pétroliers et n'a pas inventé de nouvelles technologies. Il a conçu quelque chose de plus grand, un mécanisme qui lui permettra de devenir incroyablement riche en seulement 6 mois. Un schéma qui continuera à fonctionner même après 100 ans. Enfin, un schéma qui portera son nom, le système Ponzi. Je vais vous révéler un secret. Cette chaîne aurait pu être totalement différente, voire ne pas exister du tout. Sérieusement, pas de vidéos, pas des centaines de milliers d'abonnés. Et la raison est simple. La majorité des matériaux utilisés pour préparer les vidéos sont en anglais. En russe, il n'y a tout simplement pas grand-chose.
Pour comprendre comment écrire des scénarios, j'ai décidé d'apprendre des meilleurs et j'ai trouvé des scénarios de films hollywoodiens. Il s'est avéré que les scénarios ne sont pas des livres et personne ne les traduit. Sérieusement, aucun mot en russe. Heureusement, il y a quelques années, j'ai pris la décision de changer radicalement ma vie et d'apprendre l'anglais. En résumé, je ne suis pas un expert en investissement, mais je peux affirmer avec une confiance totale que l'apprentissage de l'anglais. Et j'ai découvert des scénarios de films hollywoodiens. Il s'est avéré que les scénarios ne sont pas des livres, et personne ne les traduit sérieusement, pas un seul mot en russe. Heureusement, il y a quelques années, j'ai décidé de transformer radicalement ma vie en apprenant l'anglais. En résumé, je ne suis certainement pas un gourou des investissements, mais je peux affirmer avec une confiance totale que l'apprentissage de l'anglais est le meilleur investissement en temps et en argent, surtout si vous êtes guidé par des enseignants expérimentés de l'école, en ligne, INLEX. Un des atouts majeurs de cette école est précisément son approche rigoureuse dans la sélection des enseignants. Chez INLEX, seulement 1% des candidats parmi les enseignants qui postulent sont retenus. Cela signifie que vous êtes entre de bonnes mains et un bon mentor est une composante essentielle de la réussite. Le système d'enseignement chez INLEX est conçu de manière à ce que les étudiants commencent à parler anglais dès la première leçon. D'après mon expérience, cela s'avère extrêmement important. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'anglais après l'école générale est précisément le manque de pratique. Chez INLEX, vous êtes en tête-à-tête avec l'enseignant et la majeure partie du cours est dédiée à l'exercice de la langue. Les progrès se ressentent très rapidement. Lorsque vous atteignez un certain niveau, il devient vraiment intéressant d'essayer des cours avec un locuteur natif. Cette opportunité est également proposée chez INLEX. Tous les cours de l'école se déroulent sur sa propre plateforme. Communication avec les enseignants, manuels, devoirs, exercices de vocabulaire, tout est en ligne. Avec un enseignant, la majeure partie du cours est dédiée à la pratique de la langue. Les progrès se font sentir très rapidement, une fois un certain niveau atteint. Il est vraiment intéressant d'expérimenter des cours avec un locuteur natif. Cette option est également disponible chez INLEX. Tous les cours de l'école se tiennent sur sa propre plateforme. Communication avec les enseignants, manuels, devoirs, exercices de vocabulaire. Tout cela est accessible en ligne au même endroit. C'est très pratique. Vous pouvez étudier où que vous soyez sans perdre de temps dans les transports. D'ailleurs, vous avez également la possibilité de consulter le calendrier des cours. Inscrivez-vous pour votre première leçon gratuite chez INLEX afin d'évaluer par vous-même l'enseignant et le système d'enseignement. De plus, vous bénéficierez d'une réduction de 40% sur le premier paiement des cours avec un enseignant francophone. N'oubliez pas d'utiliser le code promo LOGINOV. Je laisserai le lien dans la description. Ne remettez pas à demain. L'anglais transformera définitivement votre vie. Le succès de Charles a été fulgurant. En 1920, son nom faisait la une de tous les journaux américains, alors qu'un an plus tôt, personne ne le connaissait. Comme beaucoup d'histoires de personnes célèbres aux États-Unis, celle-ci débute bien au-delà des frontières du continent américain. Dans une petite ville italienne de Lugo, au nord du pays, au début des années 1880, un fils est né dans la famille Ponzi. Les 20 premières années de la biographie de Charles dans son pays natal sont relativement obscures et sont en grande partie connues grâce à ses propres mots. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que
Cela débute bien au-delà des frontières du continent américain, dans une petite ville italienne de Lugo, au nord du pays, au début des années 1880. Un fils est né dans la famille Ponzi. Les 20 premières années de la biographie de Charles dans son pays natal sont assez floues et sont en grande partie connues grâce à ses propres mots. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'à cette époque, il n'était certainement pas encore le Charles Ponzi que nous connaissons. Carlo Pietro Giovanni Teodaldo Ponzi est le nom complet de notre héros. Au moment de sa naissance, sa famille avait déjà perdu une partie de sa richesse antérieure, mais elle conservait encore quelques vestiges de sa fortune. Cela a permis à Charles d'aller étudier à l'université de Rome. Là-bas, selon les propres mots de Ponzi, il est entré dans cette phase de la vie d'un jeune homme où dépenser de l'argent paraît être l'activité la plus séduisante au monde. Pour parler sans pathos, Carlo a dépensé en quelques années la totalité de ses économies. Au début du XXe siècle, pour de nombreux Européens, la solution logique à leurs soucis financiers semblait être de s'installer aux États-Unis, un pays où il est possible de devenir riche sans un sou en poche. American Dream. D'une certaine manière, Ponzi deviendra la preuve de cette affirmation. En 1903, il arriva au port de Boston avec quelques billets de $2 et des rêves d'1 million. Cependant, les 15 années suivantes ne rapprochèrent pas vraiment Ponzi de la réalisation de ses aspirations. On peut devenir riche sans avoir un centime en poche. American Dream, et d'une certaine manière, Ponzi deviendra la preuve de cette thèse. En 1903, il arriva au port de Boston avec quelques billets de $2 et des rêves d'1 million. Cependant, les 15 années suivantes ne l'aidèrent pas vraiment à réaliser ses aspirations. À ce stade, le nom Carlo avait déjà été remplacé par le plus accessible Charles. Il a exercé en tant que serveur à New York, a peint des panneaux de signalisation en Floride et a enchaîné les petits boulots temporaires. En 1917, Ponzi est revenu à Boston pour travailler comme employé dans une agence de publicité. 1 an plus tard, il épousa une jeune femme humble nommée Ruth et changea à nouveau d'emploi. Charles commença à s'occuper d'une petite entreprise de fruits appartenant aux parents de sa femme. Mais là encore, il fit face à l'échec. L'entreprise fit rapidement faillite. En 1919, il se passionna pour l'idée de lancer un magazine de commerce international afin de tirer profit des publicités dans cette publication. Pour cela, des investissements étaient nécessaires. Ponzi demanda un prêt à la banque, mais sa demande fut refusée. Il semblait que pour l'Hexagone NT, des soi-disant coupons postaux internationaux avaient été insérés dans l'enveloppe. Grâce à ces coupons, la personne qui envoyait la lettre avait la possibilité de payer l'envoi de la réponse. En d'autres termes, Ponzi, ayant reçu une lettre en Amérique, pouvait échanger ses coupons contre des timbres et les utiliser pour envoyer gratuitement une réponse en Espagne. À ce moment-là, dans ce qui avait été inséré dans l'enveloppe pour l'Hexagone NT, ce étaient les soi-disant coupons postaux internationaux. Grâce à ceux-ci, la personne qui envoyait la lettre pouvait régler l'envoi de la réponse. En d'autres termes, Ponzi, ayant reçu une lettre en Amérique, pouvait échanger ses coupons contre des timbres et les utiliser pour envoyer gratuitement une réponse en Espagne. À ce moment-là, une idée émergea dans l'esprit de Charles, un plan d'affaires. L'idée était la suivante. L'économie des États-Unis était alors nettement plus robuste que celle de nombreux autres pays du monde, ce qui activait le mécanisme du futur schéma. Par exemple,
Un collègue européen, de Ponzi, pouvait acheter un coupon international en Espagne et l'envoyer aux États-Unis. Là-bas, Ponzi pouvait le convertir en un timbre postal. Un timbre en Amérique coûtait 5 cents. Ce timbre pouvait être vendu à quelqu'un pour ce même montant. Cependant, en raison de la force de la monnaie américaine par rapport à la monnaie espagnole, ces fameux coupons postaux internationaux achetés en Espagne valaient en réalité bien moins que 5 cents. Ainsi, Ponzi réalisa qu'il devait rassembler un grand nombre de personnes prêtes à acheter massivement ces coupons postaux internationaux dans des pays à l'économie faible, puis les expédier aux États-Unis, échanger ces coupons contre des timbres et vendre ces timbres aux Américains au prix de 5 cents. Selon Charles, le profit dégagé par un tel schéma pouvait atteindre jusqu'à 400%. Il est convenable de dire qu'en attendant, des personnes disposées à acquérir massivement ces coupons postaux internationaux dans des pays à l'économie faible pour les expédier ensuite aux États-Unis. Dans ce pays, il s'agissait d'échanger ces coupons contre des timbres et de vendre ces timbres aux Américains au prix de 5 cents. Selon Charles, le bénéfice de ce schéma pouvait atteindre jusqu'à 400%. Il est certain qu'à cette étape, cela ne ressemble en rien à l'une des plus brillantes manipulations de l'histoire. D'ailleurs, cela ne ressemble absolument pas à une manipulation. Au début des années 1920, en théorie, rien de tout cela n'était illégal. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est qu'avec l'idée des timbres, Charles Ponzi réussit à devenir dollar-millionnaire en seulement 6 mois, tout en ne vendant presque aucun timbre par l'intermédiaire de sa société. Comment parvint-il à un tel résultat? Charles Ponzi, au début des années 1920, fonda une nouvelle entreprise qu'il appela Security Change Company et se consacra à sa promotion. Pour commencer à acquérir massivement des coupons postaux, des investissements étaient nécessaires. Afin d'attirer ces capitaux, il fallait offrir des conditions avantageuses, un rendement de 50% sur le montant investi en seulement 3 mois semblait très attrayant. Rapidement, l'offre devint encore plus séduisante. 50% de bénéfices en seulement 1 mois et demi. Cependant, Ponzi savait qu'il était difficile de convaincre des investisseurs pour une entreprise émergente, même avec de telles propositions alléchantes. Il était impératif que les gens aient confiance en lui, ce qui nécessitait plusieurs étapes. Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas ajouté le texte complet à traduire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me fournir le paragraphe intégral que vous souhaitez traduire? Un rendement de 50% sur le montant investi en seulement 3 mois paraît attrayant. Rapidement, l'offre devint encore plus séduisante. 50% de bénéfices en seulement 1 mois et demi. Toutefois, Ponzi savait qu'il était difficile de attirer des investisseurs pour une jeune entreprise, même avec de telles propositions alléchantes. Il était essentiel que les gens aient confiance en lui, ce qui nécessitait plusieurs étapes. Tout d'abord, personne n'est prêt à confier son argent uniquement en échange de promesses généreuses. Ces promesses doivent être appuyées par une entreprise crédible, capable de générer des revenus significatifs. C'est sur la base de ces revenus que les investisseurs recevraient leurs intéressants rendements. Pour cela, Ponzi avait déjà mis en place sa célèbre idée des coupons postaux internationaux et des timbres. Il parlait aux futurs investisseurs de bénéfices de 400% grâce aux différences de prix d'un pays à l'autre, ainsi que d'un vaste réseau d'agents à travers l'Europe chargés d'acheter des coupons pour Ponzi. Cette histoire ne semblait être qu'une incroyable opportunité commerciale de l'extérieur.
Ponzi n'avait même pas l'intention d'acheter les coupons. Tout ce dont il avait réellement besoin, c'était de l'argent des investisseurs. Le second coup de génie de Charles fut néanmoins le suivant. Il a commencé à vivre selon le principe bien connu « fake it until you make it ». En français, cela peut se traduire par « fais semblant jusqu'à ce que cela devienne vrai ». Pour inciter les gens à investir leur argent dans l'entreprise, il est essentiel qu'ils constatent que la société est avant tout c'est. Le second coup de génie de Charles fut qu'il a commencé à adopter le principe bien connu « fake it until you make it ». En français, cela se traduit par « fais semblant jusqu'à ce que cela devienne vrai ». Pour encourager les gens à investir leur argent dans l'entreprise, il est crucial qu'ils perçoivent que la société, et surtout son propriétaire, est prospère et financièrement solide. En effet, si tel est le cas, cela indique que cette personne sait vraiment ce qu'elle fait et qu'on peut lui faire confiance avec son argent. Charles Ponzi se donnait des airs d'homme riche. Il fréquentait des cafés, des clubs, des événements sportifs, nouait des contacts et, bien sûr, socialisait. Il cultivait l'image d'un expert en investissement, à la fois prospère, occupé et charismatique. Parallèlement, Charles n'évoquait jamais la possibilité d'investir dans sa société d'investissement, car l'un des principaux secrets d'une pyramide financière réussie est de ne pas solliciter activement les gens. Il fallait inciter les gens à venir d'eux-mêmes et à lui demander de gérer leur argent. C'est pourquoi Ponzi ne parlait des investissements dans sa société que lorsqu'il connaissait bien la personne, et il le réalisait de manière très subtile. Charles a atteint cet objectif, et les gens ont progressivement commencé à investir leur argent. Pour que ce mince filet d'investissement se transforme en un torrent tumultueux, il ne manquait qu'une dernière étape dans l'édification de la pyramide financière, verser les intérêts acquis aux premiers investisseurs. Charles n'a commencé à évoquer les opportunités d'investissement dans sa société que lorsqu'il connaissait bien la personne, le faisant toujours de façon très subtile. Charles a atteint cet objectif et les gens ont peu à peu commencé à apporter de l'argent, transformant ainsi ce mince ruisseau d'investissement en un torrent tumultueux. Il ne manquait qu'une dernière étape dans la construction de la pyramide financière, verser les intérêts gagnés aux premiers investisseurs. C'est ce que Charles Ponzi a déjà réalisé après un mois. La question se pose immédiatement. D'où a-t-il alors pu obtenir l'argent si aucun titre ou coupon n'avait été vendu? La réponse est simple. Les intérêts des premiers investisseurs étaient financés par les nouveaux entrants. Ainsi, la dernière pierre a été posée dans la fondation de cette pyramide financière prospère. Observant que les intérêts étaient versés et que les gens réalisaient des bénéfices considérables, il devenait impossible d'arrêter l'afflux de nouveaux investisseurs. De plus, les premiers investisseurs, réalisant que le système avait alors pris de l'ampleur, ont commencé à réinvestir dans la société de Ponzi les gains qu'ils avaient déjà perçus. Génial, tout simplement. La pyramide de Ponzi n'était pas principalement fondée sur des principes financiers, mais plutôt sur des facteurs psychologiques, ce qui explique le fonctionnement si efficace du système. Les gens ont commencé à investir leur argent à un rythme sans précédent. En à peine 6 mois, à la mi-1920, le nombre d'investisseurs a atteint plusieurs dizaines de milliers. Bien sûr, Charles Ponzi lui-même ne pouvait pas gérer un tel afflux. Il a donc constitué une équipe de gestionnaires chargée d'attirer de nouveaux investisseurs, percevant 10% des montants investis. Ces gestionnaires ont poursuivi le recrutement. Le système était si efficace que les gens ont commencé à investir leur argent
à un rythme sans précédent. En seulement 6 mois, à la mi-1920, le nombre d'investisseurs a atteint plusieurs dizaines de milliers. Bien sûr, Charles Ponzi lui-même ne pouvait pas gérer une telle affluence. Il a constitué une équipe de gestionnaires chargée d'attirer de nouveaux investisseurs, recevant 10% des montants investis. Ces gestionnaires recrutaient à leur tour de nouveaux gestionnaires qui touchaient déjà 5% des bénéfices. Ainsi, Ponzi a en réalité créé une pyramide au carré, tant du côté des clients que du côté des gestionnaires. Le système établi par Ponzi était, si l'on ne peut pas le qualifier de brillant, au moins suffisamment ingénieux. Cependant, ce n'est pas la seule supercherie de cette histoire. En effet, le système que notre héros a réussi à mettre en œuvre, qui sera inscrit dans l'histoire sous le nom de Ponzi, existait un siècle avant sa naissance. Le désir humain de s'enrichir rapidement n'est pas né au XXe siècle, mais bien plus tôt. Il est donc logique de penser que l'histoire des pyramides financières s'étend bien au-delà d'un siècle. 1880, toujours à Boston, Sarah Howe, âgée de 50 ans, a réussi à profiter des investissements des particuliers. La seule différence résidait dans la légende. La Deposit Company, nom donné à l'entreprise de Sarah, acceptait des investissements exclusivement de femmes. Il faut saluer le courage de cet escroc. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en tant que femme, elle a fondé une entreprise uniquement destinée aux femmes. Cependant, au final, Sarah a réussi à soutirer près d'un demi-million de dollars à ses représentantes. La seule distinction se trouvait dans la légende liée à la Deposit Company, le nom de l'entreprise de Sarah. Celle-ci acceptait des investissements uniquement de femmes. Il convient de saluer le courage de cet escroc. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en tant que femme, elle a créé une entreprise exclusivement destinée aux femmes. Cependant, au final, Sarah a réussi à soutirer près d'un demi-million de dollars à des représentantes de son propre sexe. On pourrait dire qu'elle incarnait à la fois le féminisme et l'antiféminisme. C'est très complexe, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que l'histoire de Sarah Howe n'est pas le premier exemple de schéma de Ponzi. Au cours de sa première année, le voyageur écossais Gregor MacGregor a effectué un périple de l'Amérique centrale vers la Grande-Bretagne. À son arrivée, il s'est fait passer pour Sa Majesté Grégor, chef du pays de Païa-Isa. Païa-Isa est un petit royaume d'Amérique centrale bénéficiant d'un climat exceptionnel et de sols propices à plusieurs récoltes par an. Des gisements d'or, des plantations de tabac et bien d'autres atouts, chaque livre investi dans ce pays pouvait générer des intérêts considérables. Toutes les merveilles de ce pays enchanté ont été exposées dans un petit ouvrage rédigé par un autre voyageur britannique. MacGregor lui-même a ouvert un bureau au cœur de Londres, lancé une campagne promotionnelle et commencé à accepter des investissements. Il promettait des rendements largement supérieurs à ceux qu'offrait la bourse de Londres à l'époque. Investir dans les pays d'Amérique latine était alors perçu comme une excellente opportunité d'investissement en Grande-Bretagne. Ont été détaillés dans un petit ouvrage d'un autre voyageur britannique. MacGregor lui-même a ouvert un bureau au cœur de Londres, lancé une campagne promotionnelle et commencé à accepter des investissements. Il promettait des rendements largement supérieurs à ceux qu'offrait la bourse de Londres à l'époque pour les investissements en Amérique latine. À cette époque, cela était considéré comme une excellente opportunité d'investissement en Grande-Bretagne. Dans son bureau, MacGregor proposait également des devises en yassa, des titres financiers et même des terrains.
Son entreprise a connu une expansion fulgurante, atteignant plusieurs dizaines de millions de dollars en termes modernes d'investissement. Il n'y avait qu'un seul problème. Le pays de Paia Isa n'existait pas. C'était une création fictive, une monnaie fictive et des récits inventés de trésors inestimables. MacGregor a berné de nombreux membres de l'élite britannique, ce qui est compréhensible. À l'époque, de nombreux pays d'Amérique latine devenaient de nouveaux États indépendants. Il n'est pas difficile d'imaginer que, dans la longue liste comprenant le Chili, la Grenade, la Somalie, le Nicaragua et la Colombie, le païa figurait également. Ces quelques exemples montrent que les pyramides financières existent depuis longtemps. Cependant, cela n'explique pas pourquoi nous ignorons tout du schéma de Hove ou de celui de MacGregor, alors que beaucoup ont entendu parler du schéma de Ponzi. Comme on le sait, pour marquer l'histoire, il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau. Il suffit de réinventer quelque chose de vieux, mais de le faire de manière que les pyramides financières soient un phénomène ancien. Cependant, cela n'explique toujours pas pourquoi nous ne connaissons rien des schémas de Hove ou de MacGregor, alors que beaucoup de gens connaissent le schéma de Ponzi. Comme on le sait, pour laisser une empreinte dans l'histoire, il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose de nouveau. Il suffit de reprendre quelque chose d'ancien, mais de le présenter d'une manière que personne n'a encore explorée. C'est précisément ce que Charles Ponzi a fait. Il n'a pas trouvé l'idée des pyramides financières dans des livres ou des journaux, mais à travers sa propre expérience. Au cours de cette longue période de 15 ans, depuis son arrivée aux États-Unis en 1903 jusqu'à son retour à Boston en 1917, Charles n'a pas seulement travaillé comme serveur et peintre de panneaux de signalisation, il a aussi purgé une peine de prison. Les événements se sont déroulés de la manière suivante. En 1907, après plusieurs années infructueuses aux États-Unis, il a décidé de tenter sa chance au Canada. À Montréal, il a décroché un poste à la banque Rossi, une institution créée par un autre immigrant italien. L'organisation paraissait prospère. Les clients y déposaient activement leurs économies en échange de taux d'intérêt attractifs. Cependant, en réalité, la banque opérait sur le principe d'une pyramide financière. Les intérêts des anciens déposants étaient réglés grâce aux investissements des nouveaux. À cette époque, personne ne savait encore que cela allait se finir ainsi, et on qualifiait ce type de schéma de prendre à Pierre pour donner à Paul. En résumé, la banque s'est effondrée et son fondateur a fui au Mexique. En échange de taux d'intérêt attractifs. Cependant, en réalité, la banque opérait sur le principe d'une pyramide financière. Les intérêts des anciens déposants étaient versés grâce aux investissements des nouveaux. À l'époque, personne ne savait encore que cela allait se terminer. Puis ainsi, et ce type de schéma était appelé « prendre à Pierre pour donner à Paul ». En résumé, la banque s'est effondrée et son fondateur a fui au Mexique, emportant avec lui les économies des déposants. Charles Ponzi se retrouva de nouveau sans emploi ni argent. Cela le conduisit à un acte désespéré. Il émet un chèque de 400 $ à son nom, mais au nom d'un ancien client de la banque. Pour cette falsification, Charles fut condamné à 3 ans de prison. De retour aux États-Unis, il se retrouva immédiatement derrière les barreaux, cette fois pour avoir aidé des immigrants italiens à traverser la frontière. Sorti de prison, après 2 ans, il survécut grâce à des petits emplois temporaires. Ainsi s'écoulèrent encore quelques années avant que Charles ne mette en place l'une des pyramides financières
les plus célèbres de l'histoire. Et il est maintenant temps de revenir au milieu de l'année 1920, à ce moment où Charles Ponzi était au sommet de son succès, avec une multitude de biens immobiliers, une limousine et des millions de dollars provenant d'épargnants innocents. Bien que les autorités surveillaient depuis plusieurs mois les activités de cette entreprise trop prospère, il n'y avait pas de raison suffisante pour un contrôle approfondi, et encore moins pour des accusations. Les anciens déposants recevaient leur. Il est temps de revenir au milieu des années 1920, à ce moment où Charles Ponzi était au sommet de son succès, avec une multitude de biens immobiliers, une limousine et des millions de dollars d'épargnants innocents. Bien que les autorités surveillaient déjà depuis plusieurs mois les activités de cette entreprise trop prospère, il n'y avait pas de raison suffisante pour une vérification approfondie, et encore moins pour des accusations. Les anciens déposants recevaient leur argent, tandis que les nouveaux investissaient avec enthousiasme. Ceux qui ne demeuraient pas inactifs étaient les journalistes. Le fait qu'un homme puisse amasser une immense fortune en seulement 6 mois soulevait de nombreuses questions, d'autant plus que Charles Ponzi ne divulguait aucun détail. À toutes les questions concernant les spécificités de son entreprise de timbres et de coupons, il répondait que c'était un secret commercial. Un des journaux de Boston a mené une enquête. Il en est ressorti que pour réaliser un bénéfice de plusieurs millions, Charles Ponzi devait vendre plus de 100 millions de timbres. Cependant, à cette époque, le service postal américain n'en avait imprimé que quelques dizaines de milliers. Juste après la publication de l'article révélant Ponzi, une foule de personnes s'est rassemblée près de son bureau. Elles souhaitaient récupérer leur argent, et Ponzi était même disposé à les rembourser. Il a versé plus d'1 million de dollars, ce qui a quelque peu apaisé les investisseurs. Cependant, aucune activité d'achat-vente de coupons n'était en cours. Réfléchissez-y. Charles Ponzi a réussi à collecter 15 millions de dollars autour d'une idée commerciale liée au timbre. Que pensez-vous? Quelle somme cela représente-t-il? Une multitude de personnes s'est regroupée devant le bureau. Elles souhaitaient récupérer leur argent, et Ponzi était même prêt à les rembourser. Il a versé plus d'1 million de dollars. Cela a quelque peu apaisé les tensions, même si aucune activité d'achat-vente de coupons n'était en cours. Réfléchissez-y. Charles Ponzi a réussi à rassembler 15 millions de dollars autour d'une idée commerciale liée au timbre. Que pensez-vous? Quelle somme a été dépensée directement pour l'acquisition de timbres? 60 dollars par Ponzi. C'est simplement une pyramide financière, la plus grande pyramide jamais existée. À ce stade de l'histoire, la chute de Charles Ponzi était aussi rapide que son ascension. Dès août 1920, un peu plus de 6 mois après, sa pyramide s'est officiellement effondrée. En novembre, il a été condamné à 5 ans de prison pour fraude. À sa sortie, Charles s'est dirigé vers l'État de Floride. Là-bas, Ponzi s'est lancé dans la création d'une nouvelle pyramide financière. À cette période, l'État connaissait un essor du marché immobilier. Cette fois, la promesse de Ponzi était encore plus séduisante que celle de sa première pyramide, un retour de 200% sur l'investissement en à peine 60 jours. La fraude n'a pas réussi. Charles a été rapidement démasqué et condamné à 1 an de prison. Toutefois, à sa sortie, il s'est retrouvé menacé d'une nouvelle incarcération. Initialement, pour sa fraude à Boston, Charles Ponzi avait été condamné par les autorités fédérales. Cependant, aux États-Unis, chaque État peut également porter des accusations. La fraude n'a pas réussi, même avec la promesse d'un retour sur investissement en seulement 60 jours.
Charles a été rapidement démasqué et condamné à 1 an de prison. Cependant, à sa sortie, il s'est retrouvé menacé d'une nouvelle incarcération. Initialement, pour sa fraude à Boston, Charles Ponzi avait été condamné par les autorités fédérales. Toutefois, aux États-Unis, chaque État peut également porter des accusations séparément. C'est pourquoi les autorités de l'État du Massachusetts, où se situe Boston, ont décidé d'infliger à Ponzi une peine supplémentaire de 7 à 9 ans. Il s'est échappé vers l'État du Texas pour se raser et laisser pousser une moustache. Ponzi prévoyait de traverser la frontière, mais sa tentative a échoué. Il a été arrêté et emprisonné. Ponzi n'est sorti de prison qu'au milieu des années 30, ayant considérablement pris du poids. Les autorités italiennes l'ont ensuite expulsé vers son pays d'origine, l'Italie. Ce qui est arrivé à Charles au cours des années suivantes est mal documenté, mais la version la plus probable est celle-ci. À la fin des années 30, il a trouvé un bon emploi dans une compagnie aérienne italienne et s'est rendu au Brésil pour établir des relations commerciales entre les deux pays. Cependant, en 1941, en raison de la guerre, les autorités brésiliennes ont fermé la filiale de l'entreprise où travaillait Ponzi. Il est therefore resté à Rio de Janeiro et a survécu grâce à de petits revenus en enseignant l'anglais et le français. Selon certaines sources, en 1941, Charles a subi une crise cardiaque et à partir de ce moment-là, sa santé s'est considérablement détériorée. 7 ans plus tard, Ponzi a eu un AVC. Il était presque complètement. La filiale de l'entreprise où travaillait Ponzi a été fermée. Il était resté à Rio de Janeiro et a survécu grâce à de petits revenus en enseignant l'anglais et le français. Selon certaines sources, en 1941, Charles a eu une crise cardiaque et à partir de ce moment-là, sa santé s'est considérablement détériorée. 7 ans plus tard, Ponzi a eu un AVC et a presque complètement perdu la vue. Moins d'1 an après, Charles est décédé dans un hôpital caritatif de Rio de Janeiro. Tout ce qu'il lui restait était 75 $. Dans l'une de ses dernières interviews avant sa mort, Ponzi a qualifié l'escroquerie de Boston de plus grand choc. D'une certaine manière, il avait raison. L'ampleur et le savoir-faire de la fraude ont fait que le schéma d'escroquerie, conçu bien avant Ponzi, continue d'être désigné par son nom à ce jour. Son affaire perdure, et on peut même dire qu'elle prospère. Les systèmes de Ponzi continuent de fonctionner à l'échelle mondiale, et c'est sans doute l'aspect le plus fascinant de cette histoire. En Russie, il y a des centaines, voire des milliers de cas chaque année. Bien qu'il n'y ait probablement personne qui n'ait jamais entendu parler de la pyramide Mavrodi, même aux États-Unis, environ une 50aine de cas de pyramides financières sont encore découverts chaque année. Malgré ce qui s'est produit en 2008, lorsque la gigantesque pyramide financière de Bernard Madoff s'est écroulée, entraînant des pertes de dizaines de milliards de dollars et de cas chaque année. Bien qu'il n'y ait probablement personne qui n'ait jamais entendu parler de la pyramide Mavrodi, même aux États-Unis, une 50aine de cas de pyramides financières continuent d'être découverts chaque année. Malgré les événements de 2008, lorsque la gigantesque pyramide financière de Bernard Madoff s'est effondrée, entraînant des pertes de dizaines de milliards de dollars et laissant des milliers de victimes, parmi lesquelles des personnalités très connues, telles que Steven Spielberg, John Malkovich, Larry King et d'autres individus astucieux, éduqués et rationnels. De plus, dans l'escroquerie de Madoff, même des sociétés d'investissement expérimentées ont perdu de l'argent, des professionnels dont la carrière
consistait à investir judicieusement les fonds de leurs clients. Le secret de Madoff réside dans sa capacité à utiliser habilement toutes les techniques de Ponzi qu'il a appliquées à des taux de rendement inaccessibles. Il possédait également ce qui semblait être une entreprise sérieuse, à savoir une société de courtage dotée d'une grande expérience sur le marché boursier. Beaucoup voyaient en lui un expert en investissement chevronné, et il ne cherchait pas à attirer les investisseurs. C'est plutôt eux qui lui apportaient leur argent avec enthousiasme. De plus, investir dans la société MMF représentait une opportunité exclusive. En réalité, tout n'était qu'une supercherie. Tous les documents d'investissement étaient imprimés dans un sous-sol. En ce qui concerne l'endroit où Madoff plaçait véritablement l'argent des investisseurs, c'était dans sa propre poche. Cependant, sa manipulation a duré non pas 6 mois ni quelques années, mais plusieurs décennies. De plus, la possibilité d'investir dans la société MFA était perçue comme une opportunité exclusive. En réalité, tout n'était qu'une supercherie. Tous les documents d'investissement étaient imprimés dans un sous-sol. En ce qui concerne l'utilisation réelle de l'argent des investisseurs par Madoff, il finissait dans sa propre poche. Toutefois, sa manipulation s'est prolongée non pas 6 mois, ni quelques années, mais plusieurs décennies. Et, peut-être, cela aurait pu se poursuivre jusqu'à maintenant. En effet, au fond, pour qu'une pyramide fonctionne, une seule condition est essentielle: que le montant investi par les nouveaux investisseurs dépasse la somme que cherchent à retirer les anciens investisseurs. Et quand tu as, soi-disant, une grande société d'investissement reconnue, il n'est pas si difficile d'y parvenir. On peut dire que la pyramide de Madoff s'est effondrée par accident. La crise de 2008 est survenue. Trop d'investisseurs ont eu besoin de leur argent et ont décidé de le retirer. Madoff a écopé de 150 ans de prison. Fin de l'histoire. Et malgré une leçon aussi marquante, les pyramides continuent d'être mises en place et de s'effondrer. Tout cela parce que beaucoup d'entre nous se posent encore la question de la manière de s'enrichir rapidement. Bien que nous ayons tous conscience que des rendements de 50, 80, voire 100% sont irréalistes, ce ne sont que des promesses. Nous comprenons également qu'une entreprise doit être titulaire d'une licence pour exercer des activités financières. Sinon, l'argent des investisseurs n'est en aucune façon protégé. Et nous réalisons aussi que le fromage gratuit n'existe que dans les pièges à souris. Dans la grande majorité des cas, les gains exorbitants sont directement. Nous savons tous que des rendements de 50, 80, voire 100% sont irréalistes. Ce ne sont que des promesses. Nous comprenons aussi qu'une entreprise doit détenir une licence pour réaliser des activités financières. Sans cela, l'argent des investisseurs n'est nullement protégé. Nous saisissons également que le fromage gratuit n'existe que dans les pièges à souris et que dans la grande majorité des cas, les gains conséquents sont directement proportionnels à l'effort investi. Et c'est peut-être ici que nous découvrons la raison principale pour laquelle les pyramides financières et les schémas frauduleux prospèrent, et pourquoi n'importe qui peut en devenir une victime. Chez l'homme, il existe un mécanisme de confiance qui est évolutivement très avancé. Nous avons tendance à faire plus facilement confiance à des inconnus qu'à l'inverse. Cela dépend directement de notre survie et de celle de notre descendance. Peu de gens souhaitent fonder une famille ou établir des relations amicales avec une personne en qui ils ne peuvent pas avoir confiance, avec quelqu'un qui détecte de la tromperie, un complot ou des intentions douteuses partout. Bonjour, adepte des théories du complot.
De plus, vous ne pourrez jamais créer une entreprise ni développer un projet, que ce soit à grande échelle ou même modeste, sans avoir confiance aux inconnus. Et dans la grande majorité des cas, lorsque nous faisons confiance aux autres, nous en tirons plutôt un esprit de profit que nous ne perdons quelque chose. Oui, parfois ce principe peut échouer, mais les pyramides financières et les fraudeurs n'existent que dans un monde où personne ne fait confiance à personne. Cependant, qui voudrait vivre dans un tel monde? Dans la plupart des cas, quand nous faisons confiance aux autres, nous en tirons généralement un bénéfice plutôt que de perdre quelque chose. Certes, ce principe peut parfois échouer, mais les pyramides financières et les fraudeurs n'existent que dans un monde où absolument personne ne fait confiance à quiconque.